Cher public, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ici ce soir. Merci à nos invités de nous honorer de leur présence également pour cette dernière table ronde de cette première édition de la Semaine de l'Europe organisée par Tribune ESCP et Europa Nova. Je tenais à remercier donc chaleureusement Guillaume Clossat, Isabelle Négrier et tous les membres d'Europa Nova pour leur précieuse aide dans l'organisation de ce beau projet. J'espère que les regards qui se sont croisés lors de ces tables rondes vous ont apporté des éléments précieux pour comprendre les enjeux actuels et à venir de l'Europe. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans l'engagement sans faille des étudiants de l'ESCP, et notamment Madame Chloé Janteur, Victor Baldet, ainsi que Madame la présidente de Tribune ESCP, Margot Chausson. Donc, au nom de toute Tribune, je remercie également nos partenaires, le cabinet de conseil en stratégie Un Défi, la Fondation des Alumni, M. Loulouza et toute la communauté ESCP, le Rosé de Provence Roseblo, grâce auquel nous organisons des moments chaleureux d'échange après conférence. Un grand merci à tous d'être présents ici ce soir. Je laisse maintenant la parole à M. Gouteux, et puis je vous souhaite une très bonne conférence à tous. Écoutez, je serai très rapide pour deux raisons. La première, c'est qu'on arrive à la fin de la Semaine de l'Europe, donc je pense qu'on a déjà parlé beaucoup des enjeux et aussi du contexte général, puisque ESCP fête cette année les 50 ans, je dirais, de sa dimension européenne. Et puis en plus, pourquoi parlerais-je de l'Europe alors que vous avez devant vous des gens qui vivent l'Europe, qui participent à l'Europe, et même pour M. Barnier, qui a joué un rôle historique dans l'Europe à plusieurs moments. Donc simplement, j'excuse M. Loulouza, notre directeur général, qui est retenu à la Chambre de commerce de Paris. Donc je remercie encore nos intervenants et je lance le débat. Et M. Clossat, qui va prendre la parole pour présenter aussi le cadre général. Non, je voulais juste dire que le thème que nous avions choisi ensemble, puisque tu es venu me voir en fait sur la base de mon bouquin Fierté européenne, c'est un thème super important aujourd'hui. Parce que je crois que d'abord, je voulais vous remercier quand même tous. Je pense que c'est vraiment une coproduction Europa Nova, Tribune ESCP. Et je crois que c'est la première fois qu'on fait ça. On a eu une semaine compliquée parce qu'il y a eu les grèves, il y a eu plein de trucs qui fait qu'on n'a pas eu autant de monde qu'on voulait dans des conditions... mais on a réussi à faire quelque chose. Et on a la chance d'avoir eu toute cette semaine 25 invités extraordinaires. Et je veux saluer ceux qu'on a ce soir, particulièrement Michel, qui est un acteur engagé de la construction européenne, Valérie, qui représente la nouvelle génération, Denis, qui est un des très bons connaisseurs et qui a travaillé avec Michel Barnier du projet européen, parce qu'on a des gens qui sont vraiment au cœur de la machinerie européenne. Et je crois que le sujet aujourd'hui, peut-être 3 points. Le premier, c'est qu'on vit depuis 30 ans en fait une transformation radicale du monde avec un rééquilibrage sans précédent ou qu'on a connu peut-être à l'époque de la Renaissance. Rééquilibrage géopolitique, géoéconomique, révolution technologique, interrogation sur la place de l'homme dans la société, notamment à l'heure de l'intelligence artificielle. Et dans des phases comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, naturellement, les populismes, les peurs montent et les grandes puissances essaient de trouver des récits pour rassurer leur population. Et ces récits sont en partie vrais et sont en partie faux. Et nous sommes aujourd'hui, en fait, dans une guerre à la fois de puissance et une guerre de récits. C'est le thème de mon livre, d'ailleurs, donc je vous invite à le lire. Ce qui est problématique pour l'Europe, parce que l'Europe, en fait, s'est pensée sans grand récit fondateur. Et donc, le sujet pour nous, et c'est mon deuxième point, on doit à la fois, dans une guerre de puissance qu'on a vu émerger ces 5 dernières années, se penser comme une puissance, alors qu'on s'est pensé sur le droit. Et donc, passer du monde du droit au monde de la puissance, ce n'est pas quelque chose de naturel pour nous les Européens. Et en même temps, on doit être conscient de ses forces et de ses faiblesses, et des forces et des faiblesses aussi de ses adversaires. C'est mon troisième point. Dans le monde tel qu'il est, d'abord, il faut être conscient de nos forces. Et ce qu'a réussi l'Union européenne en 70 ans, c'est-à-dire de remplacer en interne, au sein de ses membres,
la guerre par la paix, le rapport de force par le rapport de droit, de mettre l'homme au cœur du système, de développer une nouvelle civilisation, finalement, qui a tiré les enseignements des erreurs de la grande civilisation européenne d'avant-guerre, qui était fondée finalement sur le colonialisme et sur la superpuissance, et qui a mis au cœur de son logiciel l'apprentissage des limites, limites par rapport à l'environnement, limites dans le rapport homme-femme, en mettant la centralité de la relation homme-femme au cœur du projet européen dès 1957, limites par rapport à l'usage des ressources et le tout-productivisme, limite aussi par rapport à la toute-puissance des États, dont on voit en Chine ou en Russie, voire parfois aux États-Unis, ce à quoi ça peut conduire. Et donc, de ça, on doit être fier. Mais on doit aussi être conscient que maintenant, il faut inventer l'avenir et se projeter dans le monde de demain. Ce n'est pas un exercice facile. Moi, j'ai eu la chance de le faire comme Sherpa au Conseil européen du groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe. Denis et Michel le savent. Et il y a 12 ans, en fait, on a identifié les grands défis de 2020-2030. On avait identifié 6 défis. La démocratie, le climat, l'énergie, la technologie, la défense. Et puis il y avait un 6e défi qui était tabou, parce qu'il n'était pas dans le cadre du traité, c'était la santé. Et donc à l'époque, on s'est tu sur la santé. Et on a vu en fait que c'était un grand sujet européen. Je crois aujourd'hui que le défi, c'est de se projeter dans le monde de demain, le monde de 2040, le monde de 2050, regarder les grands enjeux, sans en oublier aucun, et ne pas se dire on ne va pas étudier ce défi parce que ce n'est pas dans le cadre des traités. Et aussi le faire avec une méthode qui est différente. Pour moi, l'enseignement de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a fait pchit au niveau politique, mais qui a eu un grand succès au niveau des participants qui en ont été membres, c'est que quand on met les citoyens européens en situation de penser l'Europe, eh bien, ils jouent le jeu. Et je crois qu'il y a une grande appétence des citoyens européens pour penser l'Europe, mais il faut leur poser les bonnes questions. Et la bonne question, ce n'est pas de dire, toi, en tant que Français, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de l'Europe ? La bonne question, c'est de dire, toi, en tant que citoyen européen, quelle responsabilité as-tu par rapport à l'avenir de ce continent ? Et si tu poses la première question et la deuxième question, tu auras des réponses différentes. Et si tu poses la deuxième question, tu vois émerger une puissance civique, une puissance démocratique européenne. Je crois que nous sommes dans ce moment de l'histoire de l'Union où la maturité civique est suffisamment forte pour que nous soyons capables, ensemble, de s'interroger sur ce que nous devons faire ensemble pour assurer l'unité, l'avenir de ce continent dans un monde qui ne nous attend plus. Je crois que c'est à peu près les thèmes du débat. Je vous souhaite un excellent débat et je suis vraiment content que nous ayons des participants à la fois informés, engagés et qui portent aussi différentes perspectives. Bon débat. Merci beaucoup, Monsieur Clossat, pour ces mots. Donc, bonsoir, Monsieur Barnier, bonsoir, Madame Hayet, et bonsoir, Monsieur Simoneau. On attend encore Madame Drezet, qui a un petit peu de retard, mais qui va nous rejoindre. Et merci beaucoup d'être là ce soir pour la soirée de clôture de la Semaine de l'Europe, qui a pour thème l'Europe Horizon 2050. Alors, on souhaite aussi remercier au nom de Tribune, Monsieur Raffarin, qui malheureusement n'est pas là ce soir, mais qui nous a quand même transmis une intervention en vidéo que l'on passera juste après. Merci beaucoup. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots pour vous présenter chacun. Donc, Valérie Hayet, vous êtes aujourd'hui députée au Parlement européen. Vous avez été élue en 2019 sur la liste Renaissance de la République En Marche. En avril 2021, vous êtes également nommée présidente de l'Association pour une Renaissance européenne. Et aujourd'hui, vous coprésidez la délégation Renaissance, maintenant appelée l'Europe Ensemble au Parlement européen. Valérie Drezet, qui, je le rappelle, arrivera dans quelques minutes, vous êtes chef de la représentation de la Commission européenne en France depuis 2021. Vous avez plus de 25 ans d'expérience à la Commission, puisque vous avez rejoint la Commission européenne en 1995 au sein de la Direction générale de l'environnement, où vous vous êtes occupé des secteurs de l'industrie et de l'environnement, ainsi que de la coordination stratégique, domaine essentiel dans l'agenda politique actuel. Denis Simoneau, vous êtes président d'Europa Nova. Et Michel Barnier, vous avez été plusieurs fois ministre, à la fois à l'environnement, aux affaires européennes, aux affaires étrangères,
à l'agriculture et 2 fois commissaire européen, à la fois à la politique régionale, puis au marché intérieur et aux services financiers. Vous avez aussi été, à partir de 2016, négociateur en chef pour l'Union européenne, chargé de mener les négociations liées au Brexit, mais aussi aux futures relations avec le Royaume-Uni. Donc ce soir, nous aborderons cette passionnante question de l'avenir de l'Europe en 3 axes. Premièrement, nous reviendrons sur votre constat de l'état actuel de l'Europe et de ses capacités. Ensuite, dans un second temps, nous allons dresser avec vous les priorités de l'Europe à l'horizon 2050. Et enfin, nous vous inviterons à discuter la manière de bâtir l'Europe de 2050. Pour débuter cette conférence, nous vous proposons d'ouvrir le débat avec une vidéo du président fondateur de Tribune, mais aussi ancien Premier ministre, Michel Barnier. Jean-Pierre Raffarin. Bonjour à tous, chers camarades. Je voudrais vous dire tous mes regrets de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais je dois me déplacer à l'étranger et c'est pour ça que je suis absent de ce grand rendez-vous pour lequel je félicite avec chaleur l'équipe des tribunes ESCP, équipe qui depuis le début a toujours été excellente. Je vous salue tous, un petit mot tout particulier pour mon camarade Michel Barnier, que je salue avec affection. Je regrette de ne pas le voir lui aussi à cette occasion. Nous parlons de l'Europe dans cette situation aujourd'hui où les crises, la guerre, les difficultés, le Covid, finalement à la fois réveillent et menacent l'Europe. Réveillent l'Europe parce que nous sommes mobilisés face à ces crises. Menace parce que nous avons devant nous des difficultés, des challenges qu'il faut surmonter. Au fond, la première des crises, c'est cette guerre en Ukraine, après cette terrible agression russe et cette tragédie que vit le peuple ukrainien. La première victime de cette guerre, c'est évidemment ce peuple ukrainien vaillant et courageux. Mais peut-être que la deuxième victime pourrait être l'Union européenne. Parce que ce qui sont les conséquences de la guerre, je pense à l'inflation, je pense à la crise de l'énergie, mais aussi, derrière la guerre, il y a toujours des divisions. Quand les peuples européens ont peur, ils s'appellent les États-Unis. Et au fond, l'OTAN qui était en mort cérébrale, disait le président de la République il y a 3 ans, aujourd'hui, l'OTAN est notre chef de guerre en Europe. Nous avons donc des divisions, des tensions qui peuvent apparaître et qui nous menacent. Et à côté de cela, nous sommes également menacés par une tenaille qui est le conflit, la tension qui existe entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis veulent que nous soyons d'abord anti-chinois. Ils veulent que nous soyons certes des alliés, mais ils veulent aussi que nous soyons des alignés. Et donc, il faut être attentif pour garder notre souveraineté, notre indépendance. Bien sûr, nous sommes frères en démocratie avec les Américains. Bien sûr, nous sommes très, très liés avec ce qu'ont fait pour notre histoire, les Américains. Mais nous avons aussi besoin de notre indépendance et la suprématie du dollar, l'extraterritorialité des lois qui nous obligent à fermer des usines de PSA, de Total par exemple en Iran. Tout ceci, ce sont des pressions que les États-Unis font sur nous. Les Chinois font la même chose. Les Chinois ouvrent leur marché au fur et à mesure des satisfactions politiques qu'ils obtiennent. Nous avons donc une pression d'un côté, les Chinois qui veulent que nous soyons anti-américains et les Américains qui veulent que nous soyons anti-chinois. Dans ce contexte-là, l'Europe est prise en tenaille. Il y a la guerre en Ukraine, il y a cette tenaille, et puis il y a la pression du Sud en Afrique, où on voit bien aujourd'hui que l'Europe en général, la France en particulier, sont menacées en Afrique, et même que la guerre en Ukraine a une sorte d'extension avec le développement de Wagner en Afrique. Donc toutes ces crises-là nous imposent une réflexion sur l'Europe, et c'est pour ça que cette semaine de l'Europe de l'ESCP est vraiment la bienvenue. C'est pour ça qu'elle réveille notre conscience européenne et que ça, c'est très important. Mais au fond, je crois qu'il faut bien réfléchir à quels sont les axes prioritaires que nous devons développer. Parce que si nous nous dispersons, nous nous affaiblirons. Au fond, je crois que le monde attend une forme de leadership aujourd'hui pour une puissance. En quoi sommes-nous les meilleurs ?
Nous l'avons été dans le nucléaire dans le passé, nous l'avons été pour l'agriculture. Aujourd'hui, on voit bien que pour l'industrie, nous ne le sommes plus tout à fait. Pour un certain nombre de sujets, nous ne sommes plus leaders dans le monde. Et finalement, ce monde-là a tendance à ne respecter que les leaderships. Et donc, dans quel sujet pouvons-nous être, nous, les meilleurs, nous, les Européens? Je pense qu'il y a un sujet. C'est ce que j'appelle la planétisation. Vous, jeunes camarades de l'ESCP, de ces promotions récentes, vous êtes les premiers à avoir fait de la planète un objet politique. Quand Michel et moi avons commencé la vie politique, la planète n'était pas un objet politique. Mais aujourd'hui, il y a un consensus mondial, ce qui est une bonne nouvelle, entre les jeunes Chinois, les jeunes Américains, les jeunes de Singapour, les jeunes Africains. Tous veulent qu'on protège la planète pour protéger l'humanité. Il y a là, je crois, un message qui est très important. Cultiver ce consensus de la jeunesse du monde entier pour faire en sorte que la planète soit pour nous la stratégie essentielle de notre protection, protection de l'humanité. Pour ça, nous avons un atout. Les accords de Paris ont été signés sur le territoire européen. Et si nous étions les meilleurs dans l'application des accords de Paris, si nous étions exemplaires, peut-être que le monde nous regarderait avec davantage de respect. Face à tous ces conflits, ne nous dispersons pas. Choisissons des axes stratégiques forts qui affirment la capacité de l'Union européenne de défendre les droits humains, face à toutes les menaces, y compris celle de l'affaiblissement de la planète, et qui, aujourd'hui, peuvent rassembler, au-delà des frontières, tous ceux qui ont une conscience humaine. Voilà pourquoi moi je fais partie de ceux qui ont confiance dans l'Europe, à condition que nous choisissions une stratégie. Nous sommes dans une école de management et nous savons bien que le bon management, c'est d'abord une création de perspective, de vision. C'est cette perspective-là qu'il faut essayer de définir. Soyons les champions du monde de la défense de la planète et faisons en sorte que notre chemin soit compatible avec notre destination, que notre politique soit compatible avec notre vision. Et finalement, la planétisation de la conscience, la planétisation de la politique, c'est peut-être un avenir heureux pour l'Europe. Merci à tous, bon débat et vive le SCP. Nous remercions M. Raffarin pour cette intervention qui soulève des questions clés pour notre débat de ce soir. Pour commencer, on va rebondir sur ce qu'a dit M. Raffarin. L'Europe a perdu de sa compétitivité et surtout de sa puissance au cours des dernières décennies. Il l'a dit, nous étions les meilleurs dans le nucléaire, dans l'agriculture, même dans l'industrie, mais aujourd'hui nous observons un déclin. Il a aussi remarqué à juste titre que nous sommes pris en tenaille par les deux superpuissances américaines et chinoises. Et on le voit avec la guerre en Ukraine aujourd'hui, nous avons besoin des États-Unis d'Amérique pour défendre notre propre continent européen. Pour faire bref, nous n'avons plus le soft power ni le hard power que nous avions autrefois. Ma question est la suivante. A-t-on encore de quoi être fier d'être européen? Je vous propose de répondre, Monsieur Barnier. D'abord, bonjour à chacune et chacun d'entre vous et merci de prendre ce temps pour participer à ce débat, à ce dialogue. J'espère qu'on aura un peu de temps pour discuter avec celles et ceux qui sont là, tout en terminant plus tard à 20h. Hein. C'est noté. 19h45, c'est possible. 19h45. Voilà. Je suis très heureux de saluer toute l'équipe des tribunes et de l'ESCP. Raffarin parlait de camarades parce qu'on est sorti de... Voilà, on va faire une petite place. Je vous en prie. Raffarin parlait de camarades parce qu'on est sorti de cette école ensemble. C'est-à-dire la seule occasion où on me traite de camarade. Hein, donc mais il y a un certain nombre d'années, tout à l'heure, on parlait de mon rôle historique. Alors ça, là, j'ai été habillé pour le... Puis on vous a présenté comme la nouvelle génération, Valérie. Hein, deuxième habillage. Donc, moi, je pense que l'Europe est une idée neuve et qu'on peut avoir des cheveux blancs et défendre des idées neuves. Voilà ce que je pense. Voilà. Je dis ça comme ça, en passant. C'est une idée neuve dont on peut être fier. Quelquefois, dans des
débat avec des étudiants, on me dit qu'est-ce que c'est la politique pour vous, Monsieur Barnier? Et moi, je suis engagé depuis que j'ai 16 ans ou 15 ans, à l'époque, dans un mouvement de jeunes gaullistes. Et je me suis toujours fait une certaine idée de la politique. La politique, c'est quand on est élu, et même quand on n'est pas élu, on doit être engagé comme citoyen. Mais quand on est élu, on vous confie un mandat. Vous pouvez faire des lois ou des directives au Parlement européen. Vous avez un budget, celui des contribuables, qui votent pour vous, qui ne votent pas pour vous. Vous avez des idées, des convictions, c'est mieux, des valeurs. C'est même, à mes yeux, la base, le préalable. Et puis, vous pouvez lancer des débats. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Des lois, des convictions, des valeurs, d'un budget. Vous devez faire une chose qui est à la fois simple et très, très difficile. Vous devez créer du progrès. Créer du progrès collectif. C'est ce que je pense. C'est ça la politique. Et moi, j'ai toujours compris en Savoie, au gouvernement et à Bruxelles, qu'avec les moyens dont je disposais pendant un temps limité, celui d'un mandat, il fallait créer du progrès, que la situation soit simplement meilleure à la fin de votre mandat que celle que vous avez trouvée en arrivant. Voilà. Et déjà, on peut faire ce constat, on a des raisons d'être fiers. Et pourquoi je dis tout ça? C'est parce que si la politique, c'est bien ce que je viens de vous dire, peut-être autre chose, mais c'est déjà ça, alors oui, le projet européen est le plus beau projet politique qu'on puisse imaginer à l'échelle d'un continent. Jamais dans l'histoire, sauf du temps des empires, jamais nulle part ailleurs dans le monde, vous ne trouvez un continent composé de nations, de peuples différents, qui mutualisent son destin comme nous l'avons fait depuis 70 ans, jamais. Et en créant un vrai progrès, en tenant des promesses, celle de la démocratie, toujours fragile, celle de la paix, toujours fragile, et d'un travail collectif pour non pas supprimer les concurrences, mais faire qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale ou sauvage entre nous. Voilà. Donc c'est ça le progrès européen. Et donc c'est une idée neuve pour l'avenir. Alors oui, on peut être fier, avec la mémoire de ce qui a été fait par nos prédécesseurs et puis de ce que vous devez faire vous, qu'on peut vous aider à faire pour les années qui viennent. Simplement, ce projet européen, il a été fait entre des hommes d'État au départ, beaucoup de Français, Jean Monnet, Robert Schuman, des Allemands, Adenauer, des Italiens, des Belges, des Luxembourgeois, des Néerlandais, avec l'idée qu'on devait régler les problèmes entre nous. On se réunissait dans cette communauté économique européenne, devenue union, dans ce marché commun devenu unique, pour traiter des problèmes qui étaient ceux de notre continent. Et ça ne peut plus être ça seulement aujourd'hui, ou pas ça d'abord aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire face aux autres. Il faut faire face à de véritables empires qui s'organisent sans nous demander la permission. Donc on ne peut pas traiter les problèmes qui sont devant nous, et qui sont parfois des problèmes très nouveaux, avec des réflexes qui datent de 70 ans ou parfois du 19e siècle. Donc le grand changement, c'est que d'une organisation politique qui a été faite pour traiter des problèmes du continent européen, il y en a encore un certain nombre à traiter et à gérer, il faut qu'on se transforme en une organisation politique démocratique qui fait face. Voilà. Hier, j'étais à Lisbonne et j'évoquais devant des chefs d'entreprise les 5 ou 6 grandes crises qu'on a subies et affrontées en défensive, le dos au mur, depuis 15 ans seulement. Et il se trouve que j'ai été en première ligne dans 2 de ces crises. La première, que je vais citer, c'est la crise financière de 2008. Il se trouve que je suis devenu commissaire au marché intérieur pour reconstruire une régulation qu'on avait détricotée dans un élan ultralibéral absolument insensé pendant 30 ans. La crise des migrations, qu'on a abordée en ordre dispersé après la guerre en Irak ou en Syrie. Celle du Brexit, qui est un échec de l'Union européenne. Le Brexit est un échec de l'Union européenne. Qu'un pays aussi important que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, c'est un échec. C'est un divorce, c'est un lose-lose game, de toute façon, durablement, mais c'est aussi un échec sur lequel il faut se poser des questions. Et puis le Covid, qui
qui a arrêté l'économie mondiale, et notamment l'économie européenne, et enfin cette guerre qui est revenue à notre porte. Voilà. Toutes ces crises, on les a abordées en défensive, le dos au mur. Je veux dire, je parle sous votre contrôle, Valérie, qu'on s'en est plutôt bien sorti, on a plutôt bien tiré les leçons, on est plutôt resté unis, et on commence à tirer des leçons. Mais moi, la leçon principale que je tire de toutes ces crises, c'est qu'il faut que l'Europe soit autonome, il faut que l'Europe soit indépendante. Je préfère ce mot d'indépendance à celui de souveraineté. Il faut que l'Europe se donne les moyens d'être moins dépendante, et des Américains, et des Chinois et des autres. Ça ne veut pas dire manquer à nos alliances. Non, nous sommes alliés des Américains, mais l'alliance, ce n'est pas l'allégeance. Comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre. La leçon que je tire pour l'avenir, c'est qu'il faut qu'on soit moins dépendant pour devenir progressivement ce que nous ne sommes pas encore, c'est une puissance. Voilà. Et qu'est-ce qui fait une puissance? Qu'est-ce qui caractérise une puissance? C'est 4 choses. Une économie, une monnaie, une politique étrangère et une défense. On n'y est pas. Hein. Et même l'économie qu'on a consolidée grâce à quelque chose d'exceptionnel qui est le marché unique, qui est la seule raison pour laquelle les Américains et les Chinois nous respectent, il faut faire attention, parce que les sujets de dépendance se posent dans l'économie, hein, sur les tas de matériaux, rares ou pas rares, que nous n'avons pas chez nous, l'énergie, l'alimentation. Il faut faire très attention sur l'économie. La monnaie est là. On n'a pas encore vraiment de politique étrangère, même si ça commence. Et la défense, on est en train d'y travailler enfin, poussé par cette guerre épouvantable que les Russes ont déclenchée contre l'Ukraine. Donc voilà, il y a plein de choses devant nous. Et je veux bien marquer mon accord avec ce qu'a dit Jean-Pierre Raffarin sur l'enjeu écologique du changement climatique et sans doute la 6e crise la plus profonde, la plus durable, celle qui va tout changer. Hein. Je peux bien vous dire qu'ayant présidé un département dont un tiers de l'économie repose sur la neige, la Savoie, un tiers de l'économie, qu'on subisse 1,5 degré de plus à 2 degrés de plus d'ici 15 ou 20 ans, ça change tout. Ça change toutes nos habitudes de produire, de nous transporter, de cultiver, de pêcher, tout. Voilà. Et donc il faut se préparer. Et je suis aussi d'accord avec l'idée qu'on doit être en tête. Je termine là-dessus, puis on pourra continuer après sur les échanges. Simplement, quand on est en tête, il ne faut pas être trop en tête au risque de se retourner et voyant plus personne derrière soi. Hein. Je peux dire, si vous vous retournez et puis que vous êtes tout seul, c'est bien d'être en tête. Et je veux simplement prévenir que être en tête du combat pour la lutte contre le changement climatique, pour une planète vivable, humaine, ça exige aussi de respecter les accords de Paris, d'en proposer de nouveaux sur la biodiversité, la forêt, les océans, mais pas de naïveté qui nous conduirait à détruire notre propre économie. Hein. Voilà pourquoi je suis partisan d'être en tête, mais aussi de ne pas être naïf. Il y a 2 outils pour montrer qu'on n'est plus naïf, parce qu'on l'a beaucoup pété. C'est la taxe carbone aux frontières extérieures de l'Europe, à condition qu'elle rapporte ce qui était promis, ce qui n'est pas le cas. Mais déjà, c'est un élément d'avoir une taxe qui remette un peu d'équilibre dans toutes ces compétitions, concurrences déloyales que nous subissons. Et puis, dans les domaines de l'agriculture, les clauses miroirs. C'est-à-dire que nous ne signons plus d'accords commerciaux avec des pays qui nous exportent chez nous des produits agricoles qui ne respectent aucune des règles qu'on impose à nos propres agriculteurs. Ça, c'est pas juste. Et si on continue à le faire, on détruit la puissance agricole qui nous reste, ou agroalimentaire. Voilà. Donc, être en tête sans naïveté. Pardon de cette réponse un peu. Oui, il faut rester fier de l'Europe et déterminé. Hein. Je vous remercie pour votre réponse, puisque vous avez soulevé beaucoup de points sur lesquels on va revenir, comme l'environnement, le Brexit ou même la souveraineté européenne. Mais avant ça, je voulais vous demander si vous aviez des réactions et si vous aussi, vous étiez fier d'être européen. Vous avez un micro. Alors, comment
me lance après Michel Barnier, bien sûr. Moi, je suis fière d'être européenne et j'espère qu'on est tous fiers d'être européens ici. L'Europe, depuis le début de sa construction, a fait énormément de chemin. Et je crois que c'est depuis 15 ans, M. Barnier a décrit les différentes crises qu'on a traversées. Et je suis élue depuis 2019. Déjà, depuis 2019, l'Union européenne a fait des pas de géant à la faveur ou à cause des crises qu'on a traversées. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la crise énergétique. Et je crois qu'aujourd'hui, on est à l'heure de l'Europe évidence. Le Brexit... Vous avez âprement négocié les conditions du Brexit. C'était hier, mais on a l'impression que c'était il y a si longtemps, en fait, tellement l'Europe a changé depuis et tellement le projet européen est devenu une évidence. Parce que, oui, ça a été une évidence que d'acheter des vaccins en commun, que de mettre en place une stratégie de production des vaccins sur le territoire européen, c'est encore une évidence que de rester solidaire, d'être solidaire à 27 de l'Ukraine face à cette guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Ça a été une évidence d'adopter des sanctions à 27 contre le régime de Poutine. Et ça a été aussi, c'est aussi aujourd'hui des évidences, mais ça ne l'a pas été complètement au début, parce que j'aimerais rebondir sur ce que Michel Barnier vient de dire, à savoir que vous avez cité 2 exemples, donc 4 éléments, 4 composantes de la puissance, et puis 2 exemples du fait que l'Europe n'est plus naïve, ou est en train de sortir de sa naïveté, la taxe carbone aux frontières et les clauses miroirs. J'en ajouterai un 3e, c'est la régulation des géants du numérique. Et ces 3 exemples-là sont des exemples, à mon avis, assez... typique ou très évocateur du changement de paradigme dans lequel l'Union européenne est en train de se construire et de rénover son projet. Parce que sur ces 3 éléments-là, on nous avait menacés. On avait menacé l'Union européenne. Les Chinois, les Américains avaient menacé l'Union européenne de rétorsion quand on a dit qu'on allait réguler les géants du numérique, quand on a dit qu'on allait mettre en place une taxe carbone aux frontières. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Les géants du numérique, on les a régulés. C'est la première loi au monde de régulation des géants du numérique en imposant une régulation sur les contenus. On a également mis en place cette fameuse taxe carbone aux frontières. Et non seulement il n'y a pas eu une mesure de rétorsion, en tout cas pas encore, j'espère que ce sera le cas jusqu'au bout, mais en plus, la Chine, les États-Unis, la Chine a mis en place un premier marché carbone. Donc on a cette capacité, en tant qu'Union européenne, avec les règles qu'on met en place, à changer les règles du jeu de la mondialisation. Et je crois que ça, c'est un élément très très fort. Et pourquoi on peut se le permettre ? Parce qu'on est le premier marché au monde, le plus riche de consommateurs. Et évidemment que les entreprises chinoises, elles ont besoin d'accéder à notre marché. Évidemment que les géants du numérique, ils ont besoin de pouvoir encore accéder à notre marché de consommateurs. Donc on est en train de changer de paradigme à cause des crises qu'on a traversées. Je crois que cette guerre en Ukraine, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, elles ont mis à jour ce qui était porté jusqu'à présent comme un peu des lubies françaises, la souveraineté ou l'autonomie stratégique. Alors on débat, est-ce qu'on doit porter une autonomie stratégique simple, une autonomie stratégique ouverte, peu importe. Oui, il faut sortir des dépendances qui font nos faiblesses. On a vu avec cette crise sanitaire à quel point on était dépendant de la Chine ou de l'Inde pour des médicaments essentiels. On a vu avec la guerre en Ukraine à quel point on est dépendant de la Russie pour notre approvisionnement énergétique, à quel point on est dépendant de la Chine aussi pour des composants essentiels à notre industrie. Et puis en ce moment, il y a un grand plan de subvention massif qui est lancé par les États-Unis, qu'on appelle l'IRA, et qui aspire nos industries européennes, qui est très très problématique si on ne réagit pas. Ça peut mettre très en difficulté notre industrie. Donc il faut aussi là aussi une réponse européenne, bâtir cette autonomie stratégique. Je crois que ce sera l'une des priorités des prochaines années et l'un des défis d'ici à 2050. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Fierté, sans aucun doute. Et je dirais encore plus parce qu'au-delà de l'évolution historique et du message politique, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est d'avoir la fierté de la réalisation et de montrer que l'Europe, c'est des solutions, et c'est des solutions qui parlent aux Français, aux citoyens européens et qui sont proches de leur vie. Alors effectivement, on a vu au niveau de notre capacité de réaction, notamment cette capacité d'unité, cette capacité, vous le disiez, de donner un cadre réglementaire au monde en matière numérique notamment et autres. Aussi cette capacité de commencer
commencé à faire monter cette Europe puissance, puisqu'effectivement, dans le domaine de la défense, dans le domaine aussi géopolitique, hein, juste pour faire écho à ce que disait la présidente von der Leyen en 2019, c'est de voir une Europe qui prend sa place et qui demeure aussi, au-delà des solutions qu'elle apporte, du positionnement qu'elle a fermement, parce que sur les sanctions, il faut voir aussi une Europe qui a entraîné d'autres États qui l'ont suivi. Donc je dirais qu'on a au moins un début de puissance qui se concrétise et aussi une capacité importante d'adaptation, je dirais même de plasticité, puisqu'on parle de cette notion aussi. Et je crois que c'est important parce que ça nous donne une confiance dans l'avenir d'avoir démontré, pas juste parler de cette capacité, de l'avoir démontrée. Et cette plasticité, il va falloir continuer à l'entraîner. Le fait que l'Europe soit capable de faire ça, qu'elle soit capable aussi de se remettre en cause. On a déjà beaucoup entendu mentionner le mot naïveté. J'ai parfois du mal à l'utiliser, je dois dire très honnêtement. Je dirais que peut-être qu'à certains moments, il y avait des politiques et des voies qui ont été suivies avec de très bonnes raisons et qu'à certains moments, il y a aussi des inflexions. Mais même si on suit cette notion de naïveté, on voit qu'en matière commerciale, il y a la boîte à outils en matière de défense, c'est beaucoup enrichi. Maintenant, il va falloir tester certaines choses. Très dernièrement, donc cette semaine, l'instrument anti-coercition qu'on va devoir tester en réalité. Mais en tout état de cause, cette fierté, elle est évidemment un peu viscérale, très honnêtement pour moi, bien entendu, dans mon rôle. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à le remplir. Mais surtout, elle est démontrée et on a un certain nombre d'éléments qui nous montrent qu'à l'avenir, il y a une base qui va permettre d'évoluer. Et je retiendrai que la capacité d'attraction, la singularité de l'Union européenne qu'on voit dans le débat sur l'élargissement aussi, est pour moi un message porteur et qui doit nous entraîner encore à aller plus loin et en restant fidèles à nos valeurs, ce qu'on a aussi démontré dans le conflit actuel. Merci beaucoup. Et vous, Monsieur Simoneau, êtes-vous fier d'être européen ? Très fier d'être européen, bien sûr. Moi, j'ai fait ma carrière essentiellement sur les affaires communautaires et je pense qu'on est fier des réalisations de l'Union européenne. Par exemple, je pense que l'Union européenne, en 1993, avait défini les conditions d'entrée dans l'Union, qui étaient les critères de Copenhague. Alors, personne ne sait ce que sont les critères de Copenhague, mais on parle toujours des critères de Maastricht, mais pas des critères de Copenhague. Et je les rappelle très rapidement, c'est premièrement avoir une économie sociale de marché, deuxièmement reprendre tout l'acquis communautaire, c'est-à-dire des centaines et des centaines de textes, et troisièmement, et ça me paraît le plus important, respecter des valeurs liées aux droits de l'homme, au respect des minorités, à l'abolition de la peine de mort, et je trouve que tout ça est très porteur, effectivement, pour la construction européenne, parce que des pays qui ne respectent pas les critères qu'on a posés au début n'ont pas, à mon avis, le droit d'entrer dans le club. Fier d'être européen parce que je crois que c'est un sujet pour toutes les générations, et en particulier pour votre génération. Je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'Europe. On a vu qu'elle progressait systématiquement quand il y avait une crise. Et ça, je trouve que c'est rassurant, parce que finalement, on voit qu'après quelques temps d'hésitation, où chacun se rappelle à la mémoire de la Commission européenne, à partir de sa propre histoire, eh bien, à la fin, on voit bien que c'est quand même consensuel, que la plupart des décisions prises pendant les crises ont été essentielles pour la construction européenne. Le dernier point que je voulais mentionner aussi, c'est que je pense que dans cette construction européenne, il y a effectivement des sujets qui sont très importants, qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire que l'Europe, l'Union européenne, sera toujours un ensemble unique au monde de standards et de normes. Il ne faut pas oublier que la Commission fait beaucoup de standards et de normes. Moi, quand je compare en tant que diplomate mes petits camarades qui travaillent aux Nations Unies, je leur dis, vous faites de très belles résolutions, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de conséquences. Si on prend la résolution 242 sur Israël et la Palestine, on n'a pas fait beaucoup de progrès depuis cette résolution. En revanche, quand on travaille pour l'Union européenne, on crée de la loi, on crée des textes qui sont applicables partout. Et juste un exemple, j'ai eu la chance d'accompagner 2 commissaires en Chine. Ils avaient invité des entreprises. Moi, j'étais à ce moment-là chez Engie. Et il y avait une entreprise française, c'était celle que je représentais, une quinzaine d'entreprises allemandes, et puis ensuite des Britanniques, bref.
Et on a eu un rendez-vous avec le ministre chinois des standards et des normes. Ça existe en Chine, ministre des standards et des normes. Et il nous dit, je remercie l'Union européenne parce que d'abord, vos normes ont permis d'unifier notre marché chinois, mais aussi parce que maintenant, grâce à ces normes, nous pouvons exporter vers les pays qui adoptent ces normes également. Donc, encore une fois, moi, je suis vraiment un Européen fier de l'être, et je pense que vous devez l'être aussi, parce que on a vu que cette organisation Europa Nova, que j'ai l'honneur de présider depuis 7 ans, a été fondée sur Erasmus, une génération Erasmus, n'est-ce pas, Guillaume? Et que, de ce fait, cette génération Erasmus, on essaye de la faire continuer, de la faire prospérer. Moi, j'ai des enfants maintenant qui ont une vingtaine d'années. J'avoue que ce n'est pas toujours facile de les convaincre que l'Union européenne est la solution pour certaines questions. Voilà, merci. Alors vous avez parlé, Monsieur Barnier, de l'Union européenne comme du plus beau projet politique que l'on puisse rêver à l'échelle d'un continent. Mais pourtant, on le voit bien, l'Union européenne, c'est un projet qui ne fait pas toujours consensus. Et on l'a vu notamment à l'occasion du Brexit, qui n'a pas été le premier signe d'un désenchantement au sujet de l'Union européenne. Le vote pour les partis opposés à l'intégration européenne n'a cessé de croître depuis 15 ans. Donc, celui pour les formations radicalement opposées à l'intégration est passé de 10 à 18% entre 2000 et 2018. Et celui pour les formations plus modérément eurosceptiques est passé de 15 à 26%. Donc, comment expliquer le rejet de l'Europe de la part de certains citoyens ? Pour reprendre vos mots, Valérie, l'Europe est-elle vraiment tant une évidence pour ses citoyens ? Et comment réveiller en eux une fierté européenne ? On va continuer à s'exprimer les uns après les autres, mais c'est très important qu'on soit fiers, c'est très important qu'on ait de la passion, et j'imagine que Europa Nova, Denis, Guillaume, porte depuis longtemps, enfin, je sais que vous portez cette ambition européenne et cet engagement, et c'est le cas aussi j'imagine, mesdames et messieurs, de beaucoup d'entre vous, si vous venez un vendredi soir à 18h ici pour en parler, c'est que vous avez cet attachement que nous partageons. Simplement, je ne veux pas mettre de l'eau froide sur cet enthousiasme ou cette utopie. Il faut tout de même faire attention au point que vous venez d'évoquer, qui est celui des peuples, des citoyens. Il se trouve que parmi les hommes et les femmes politiques, j'ai peut-être cette expérience supplémentaire d'avoir consacré à la demande des dirigeants de l'Union européenne 5 ans de ma vie à gérer le Brexit. Et je vous ai dit tout à l'heure que le Brexit est un échec. Il ne s'est pas produit par hasard, le Brexit. Il n'est pas tombé du ciel. C'est le fruit probablement d'une longue séparation que les dirigeants les plus conservateurs, les plus nationalistes ont provoqué au Royaume-Uni. On a aussi des gens comme ça en France, ou des ministres parfois en exercice qui rasent les murs, qui n'assument pas, qui n'expliquent pas ce qu'ils font à Bruxelles. C'est toujours la faute de Bruxelles. Ça, c'est vrai, mais c'est plus grave que ça. Le Brexit, c'est la conjonction de 3 mouvements, le nationalisme ou le souverainisme, Farage, Johnson, financés par des gens de la City en partie, qui voulaient se dégager des règles européennes. Mais ces 2 groupes d'élite au sommet ont utilisé, exploité, exacerbé un sentiment populaire qui est très profond, partout en Europe. Le sentiment que l'Europe ne protège pas, que l'Europe vous enlève votre identité, qu'il y a une immigration que personne ne contrôle, qu'il n'y a plus d'usines dans certaines régions. Cette colère sociale qu'on connaît chez nous, je ne parle pas de l'actualité française, on sait que dans beaucoup de régions, ce sentiment populaire qu'il ne faut pas confondre avec le populisme, il utilise le sentiment populaire, mais le sentiment populaire, il faut le comprendre, il faut l'écouter, il faut lui répondre. Et ce sentiment populaire, c'est lui qui explique le Brexit. Le fait que dans beaucoup de régions britanniques, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus d'avenir, le sentiment d'être menacé et que l'Europe ne vous protège pas. Donc je recommande, je fais un rappel à un certain réalisme politique. C'est pour ça que c'est très important que l'Europe change.
Madame, je comprends très bien que vous soyez très fière comme moi de tout ce qui a été fait dans le passé, mais il ne faut pas qu'on continue à dire que tout est formidable, hein, et que tout ce qu'on a fait, il n'y a rien à changer. À Bruxelles, moi j'ai été commissaire à 2 reprises. L'administration bruxelloise, elle est formidable, de très grande qualité, mais ce sont des gens qui vous disent toujours qu'ils ont raison. Ils ont toujours raison. Et puis quand vous leur dites que vous n'êtes pas d'accord, ils vous disent vous n'êtes pas d'accord, je vais vous expliquer une deuxième fois. Non. Madame, 30 ans je l'ai dit souvent quand j'étais commissaire, donc je peux bien le répéter aujourd'hui que je suis encore plus libre, mais 30 ans de dérégulation financière par des gouvernements de gauche et de droite et par Bruxelles au nom de libre-échange, de la dérégulation, de la mondialisation, de la globalisation, ça a provoqué la crise financière de 2008, provoquée par des banquiers américains qui se sont cru tout permis, parce qu'on leur avait tout permis, de développer des produits toxiques, de se payer des bonus insensés. Et cette crise, elle est venue percuter une Europe qui avait désarmé, qui avait baissé les bras. Et la Commission est en grande partie responsable, soutenue par les gouvernements, de cette dérégulation ultra-libérale. Moi, je suis libéral, hein, mais le libéralisme, ça, comme le disait Adam Smith, ça exige un peu de morale et d'éthique. Donc, on n'a pas tout bien fait. Et voilà comment s'explique le Brexit. Et moi, je n'ai pas envie que ça recommence. Parce que le Brexit, c'était quelque chose d'improbable, mesdames et messieurs. Même pour ceux qui l'ont souhaité, qui ont fait campagne. Farage et Johnson, quelques jours avant, ils disaient « on ne va pas gagner ». Puis ils ont gagné. Et le Royaume-Uni a pris une décision insensée, dont personne n'a pu me démontrer la valeur ajoutée, même pas M. Farage, mais ils l'ont prise, et c'est arrivé. Donc il faut se méfier des événements improbables qui se produisent. Donc je recommande de faire très attention aux citoyens, voilà, et de montrer aux citoyens sans arrogance, de manière simple et concrète, qu'on a compris les leçons, qu'on les protège et qu'on... Voilà. Il y a une dernière chose que je veux dire à ce sujet des citoyens, c'est que... Charles de Gaulle a beaucoup compté pour moi dans mon engagement politique et j'en reste très fier. Il disait un jour dans un discours, il ne faut pas que l'Europe broie les peuples comme dans une purée de marrons. Et les peuples, mesdames et messieurs, ils n'ont pas envie d'être broyés dans une purée de marrons. Ils ont envie de garder leur identité, leur langue, leurs différences. Donc nous ne faisons pas, pardon si certains d'entre vous partagent cette idée fédéraliste que je connais bien, même si le mot de fédération n'a pas la même signification en Allemagne, en France ou ailleurs, il faut accepter que l'Europe soit compliquée, complexe, parce que c'est cette complexité qui est le prix à payer pour qu'elle soit unie sans être uniforme. Et prenons garde de ce sentiment populaire profond que l'Europe veut nous broyer, nous enlever notre identité, qu'on n'aura plus une maîtrise de notre destin. Chaque peuple européen en a 27, 24 langues, 27 États. Chaque peuple veut garder sa différence. Et nous aussi. Et ce n'est pas un gros mot, l'identité nationale. Hein. Donc, c'est pour ça que l'Europe est complexe. Hein. Quand j'explique quelquefois dans des étudiants la complexité, je prends l'exemple des langues. Au Conseil des ministres à Bruxelles, au Parlement, où vous êtes, on est dans des salles et il y a des cabines comme ça, vitrées tout autour de nous. Hein, oui, tout autour de la salle. Et dans ces cabines, il y a 2 personnes dans chaque cabine, 24 cabines, hein, et qui traduisent immédiatement dans 23 langues ce qu'on dit dans notre langue. Chacun, tous. C'est très compliqué. Hein. Ça coûte très cher, les cabines. Hein. Enfin, les gens qui sont dedans. C'est très compliqué. On peut très bien faire plus simple, moins cher. On supprime les cabines, on supprime les interprètes, et on parle tous une seule langue, la même langue, l'anglais. C'est ça. Si on ne veut pas être uniforme, parler tous l'anglais obligatoirement, il faut les cabines. Il faut accepter cette complexité-là. Je recommande de faire très attention à ce que j'appelle l'acceptabilité par les peuples du projet européen. Donc il faut toujours refaire la preuve du projet européen. Et une preuve qu'on fait en ce moment, je suis d'accord avec vous, c'est qu'on tire des leçons et qu'on s'attache à des sujets qui ont une valeur ajoutée pour les citoyens. Parce qu'il y a de l'emploi derrière, de la sécurité derrière, on aurait pu parler du contrôle des frontières aussi, démontrer toujours la valeur ajoutée d'être ensemble. Pardon de cette digression un peu. Mais... Est-ce que vous avez d'autres réactions ?
Oui, je voulais juste revenir effectivement sur ce point des peuples. C'est effectivement crucial et ce n'est pas en 2023, un an avant les élections européennes, qu'on va oublier cette dimension. Mais je crois qu'effectivement, on peut garder une fierté sur les avancées et les noter, y compris l'avancée d'être la capacité de dire on avait tort, de se remettre en cause. On l'a eu notamment ce débat après l'invasion russe en Ukraine avec nos amis baltes et polonais, pour ne pas les citer. Et effectivement, la présidente, dans son discours sur l'état de l'Union, a reconnu effectivement que la prise en compte de la dimension russe n'avait pas été à la hauteur à ce moment-là. Donc je pense que ça aussi, on n'est pas dans une fierté béate, on est dans une réalité et une preuve. Au niveau effectivement de la démonstration de la valeur agitée et de la proximité de la réponse européenne, je ne peux qu'être d'accord parce qu'effectivement, c'est finalement le cœur de métier de la représentation de la Commission européenne en France. Personnellement, je me déplace beaucoup sur le terrain. J'estime qu'il faut montrer l'Europe, montrer ses réalisations. Ça va de la création d'un emploi, la pérennisation d'un site industriel qui sinon était délocalisé, ce que me disent certains chefs d'entreprise. Ça va de la protection, effectivement, de la réponse aux objectifs ambitieux en matière de pacte vert et du soutien qui existe. Et c'est très important. Et je dois dire qu'effectivement, dans les territoires, la première chose qui nourrit peut-être certains sentiments de défiance, c'est déjà l'information, la connaissance de base. Et je suis toujours impressionnée par, bien sûr, le manque d'information, de la connaissance des rouages qu'on doit avoir au niveau scolaire aussi, parce que vous êtes, je pense, dans vos cursus bien exposés à l'Europe, on va dire ça, mais moi aussi, je parle, par exemple, à des apprentis, où je vais dans des lycées agricoles, parce que je pense que c'est important que cette génération, qui sera peut-être des primo-votants l'année prochaine, ait aussi entendu parler d'Europe. Deuxièmement, c'est de travailler aussi sur les relais, au niveau de la presse, au niveau des élus locaux, pour expliquer effectivement ce que l'Europe veut dire pour eux concrètement et de l'intégrer dans ce paysage médiatique national qui parfois est un petit peu difficile. On a fait beaucoup de pédagogie en amont de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et je peux vous assurer qu'on a eu quelques surprises, en commençant par expliquer que ce n'est pas la présidence du Conseil de l'Europe. Commençons par le basique. Donc voilà, encore un petit peu de travail à faire. Donc il faut absolument que cette information, cette pédagogie et le fait de montrer cette réalité européenne sur le terrain, dans la vie quotidienne, soit faite, parce que c'est le meilleur moyen de permettre que les gens aussi aient une capacité de réaction vis-à-vis des manipulations, des désinformations de certains extrêmes sur les questions européennes. Merci beaucoup, Madame Drezé. Je vais passer à la seconde partie en rebondissant sur ce que vous avez dit. On va passer maintenant aux priorités de l'Europe à l'horizon 2050. Donc vous avez parlé des primo-votants et vous avez donc évoqué les prochaines élections européennes de 2024. Et je vais vous citer les derniers chiffres de l'Eurobaromètre qui pointent les 3 préoccupations pour les Européens. Tout d'abord l'écologie que nous avons pu aborder mercredi, la souveraineté énergétique, l'inclusion et la prospérité, donc notamment 88% des Européens pensent qu'il faut un salaire minimum dans chaque pays de l'Union européenne. Pensez-vous que l'Europe arrive aujourd'hui à bien répondre aux attentes de ses citoyens? Et quelles doivent être pour vous les priorités de l'agenda politique à l'aube des élections de 2024? Donc peut-être que ça vous concerne un peu plus, Madame Haï. Ça nous concerne tous. Non, une réaction très très rapide. Aujourd'hui, quel leader en Europe demande à quitter l'Union européenne? C'est plus du tout à l'ordre du jour. Même Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, eurosceptique, elle demande plus d'Europe, notamment sur les questions migratoires. Elle demande plus d'Europe, elle veut évidemment l'argent de son plan de relance. Chez nous, les eurosceptiques, Marine Le Pen, est-ce que vous l'entendez prôner encore le Frexit? Non. Parce qu'elle a compris, nos leaders, les leaders eurosceptiques partout en Europe ont compris que l'Europe était une évidence. On n'a pas du tout la même conception du projet européen. Nous, ici, je pense on considère qu'il faut davantage d'intégration pour mieux protéger les Français et les Européens. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle je disais qu'il y avait une forme d'Europe évidente, parce que, y compris des leaders eurosceptiques, ne prônent plus dans leur campagne électorale le fait de sortir de l'Union européenne. Et il y a tout un ensemble de démonstrations qu'on peut faire, qu'on doit faire encore sur les implications du plan de relance, sur la stratégie vaccinale, qui sont des éléments à valoriser pour rappeler aux Français et aux Européens que l'Europe a été là pour les protéger. Sur les perspectives pour l'avenir,
Et les priorités, bien sûr, le climat. Je crois que c'est au cœur de l'engagement de l'Union européenne, c'est au cœur des priorités de cette commission. Et je crois qu'au-delà de cette commission, bien sûr, ça doit rester parmi nos priorités majeures. On a voté l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050. Très bien, encore fallait-il le décliner. On est en train de le décliner avec différents textes majeurs, la taxe carbone aux frontières, la fin de la vente des véhicules thermiques d'ici à 2035, l'accélération sur le renouvellement, sur les énergies renouvelables. Tout ça, c'est des éléments très concrets qui vont nous permettre de protéger la planète. Et pour moi, c'est un élément important et ça me permet de rebondir aussi sur ce que vous avez dit, Monsieur Barnier. Il faut s'assurer qu'on ne laisse personne au bord du chemin de la transition environnementale. Il y a les grands objectifs qu'on se fixe. Il y a les grandes lois qu'on vote, fin de la vente des véhicules thermiques, accélération de la rénovation énergétique des bâtiments, c'est nécessaire, mais il faut véritablement, on l'a pensé, mais je pense qu'il faut l'accélérer au niveau européen et au niveau national. Il faut qu'on pense l'accompagnement des ménages et notamment des plus fragiles. Ça va être décisif pour assurer la pleine mise en œuvre et la pleine réussite de cette transition environnementale. Je crois qu'il y a un élément fondamental aussi autour de l'état de droit et de la protection de nos démocraties. On voit bien qu'en Europe, tu citais, cher Denis, les critères de Copenhague. Oui, c'est important qu'un pays, quand il veut adhérer à l'Union européenne, il les respecte. Mais il faut qu'il continue de les respecter, y compris après avoir adhéré à l'Union européenne. Et aujourd'hui, on a des atteintes majeures à l'état de droit, en Hongrie et en Pologne, notamment. On regarde de très près ce qui se passe en Italie également, mais particulièrement en Hongrie et en Pologne, avec des pratiques de corruption généralisée, avec un système judiciaire qui n'est plus indépendant. Et je crois qu'il faut qu'on soit intransigeant. On l'a été, on a mis en place des mécanismes, mais il faut encore... ça doit faire partie de nos combats prioritaires sur cette question, à la fois pour préserver nos valeurs au sein même de l'Union européenne, mais aussi pour continuer à avoir cette capacité à faire changer les règles du jeu de la mondialisation, puisqu'il faut aussi qu'on soit exemplaire et modèle sur cette question. Et je crois que l'Europe a longtemps été, pour beaucoup par-delà le monde, figure de proue et le lieu aussi où le lieu d'accueil des réfugiés, y compris des réfugiés politiques. On voit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, chahuté avec l'émergence de puissances belliqueuses et qui construisent un récit contre le récit démocratique, qu'il faut qu'on renforce ce récit démocratique qui est extrêmement important. Et puis tout l'agenda autour de la souveraineté, de l'autonomie stratégique, c'est plus tolérable aujourd'hui qu'on soit dépendant de la Chine ou de l'Inde pour des produits pharmaceutiques fondamentaux. C'est plus tolérable qu'on soit dépendant de la Chine à 90% pour le silicium qui est nécessaire à nos panneaux photovoltaïques, etc., etc. Donc il faut qu'on identifie les secteurs qui sont importants pour notre autonomie stratégique. Il ne s'agit pas de nous replier sur nous-mêmes. Ça, c'est un point important. Et d'ailleurs, dans mon groupe politique, quand on parlait au début du mandat d'autonomie stratégique ou de souveraineté, chez certains de mes collègues, le réflexe, ou la réaction première, c'était « mais vous voulez vous replier sur vous-même ». Et ça n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'identifier les secteurs stratégiques pour l'Union européenne qui nécessitent soit de renforcer nos industries, soit de relocaliser. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, développer des partenariats, notamment sur la question des matières premières critiques, avec l'acte qui a été présenté par Thierry Breton il y a 10 jours. Eh bien, il y a dans ces éléments-là le fait d'aller chercher dans notre sol des matières premières critiques, mais aussi d'aller construire de nouveaux partenariats avec des pays, notamment en Afrique, dans une logique de donnant-donnant. Aujourd'hui, la Chine, qu'est-ce qu'elle fait en Afrique ? Eh bien, elle va puiser les terres rares, les Africains extraits, et puis tout est renvoyé en Chine où est créée la valeur ajoutée. Nous, ce qu'on propose, avec notamment dans l'esprit de ce qu'a présenté Thierry Breton, c'est de créer une économie locale qui sera au service aussi des Africains. Donc ces nouveaux partenariats, je pense qu'ils sont importants à la fois pour assurer notre autonomie stratégique, nos approvisionnements, mais aussi pour que l'Union européenne continue, mais assume ce rôle de puissance aussi dans les nouveaux équilibres du monde qui sont en train de se créer. Et cette relation partenariale avec certains pays, notamment en Afrique, je pense qu'elle sera décisive pour l'avenir du monde. Merci beaucoup. Madame Hayet, vous insistiez sur la primauté de la question climatique et Monsieur Raffarin, tout à l'heure, nous exhortait à devenir les champions du monde de la planète. Madame Dreuset, pensez-vous aussi que la priorité numéro 1 de l'Europe soit justement cette question climatique pour espérer rassembler
et regagner une forme de leadership à l'échelle mondiale? Puisqu'on parle de priorité, je vais dire peut-être quelque chose d'un peu contre-intuitif. Déjà, il faut s'occuper de mettre en place les objectifs qu'on a déterminés. Parce qu'il y a toujours cette idée de... On va tourner la page, bien sûr, il y a des agendas à 5 ans, et c'est important de mettre des nouvelles priorités. Mais l'agenda climatique et le pacte vert notamment, et l'ambition d'avoir une Europe neutre climatiquement à l'horizon 2050, c'est sur la table. Et le paquet Fit for 55 en bon français va le décliner concrètement. Donc effectivement, ça reste une priorité, un marqueur de cette commission. Et en tout état de cause, quelque chose qui doit continuer parce que tout simplement, c'est notre survie à tous, c'est le fait d'avoir des pieds sur une planète encore. Donc ça, je pense que c'est une dimension qui va rester intangible. La question aussi, c'est de voir, vous parliez de leadership. Je crois que l'Europe a montré qu'elle était en plein leadership sur cette notion. On l'a vu évidemment dans les cadres de la COP, mais plus récemment au niveau de la biodiversité, avec un engagement notamment du vice-président Timmermans qui a permis et qui a été noté par le secrétaire général des Nations Unies pour faire aboutir un certain nombre de négociations très difficiles. Donc, dans ce domaine-là, je pense qu'on est déjà dans cette notion où effectivement il y a des objectifs européens qui entraînent le monde. Et on l'a vu, effectivement, vous le mentionniez, par exemple, sur le marché du carbone en Chine, qui essaime. En matière numérique, on l'a vu aux États-Unis aussi, en Californie et autres. Donc, ce leadership normatif que vous mentionniez aussi précédemment, on l'a déjà. Ce qui va être important, surtout dans ce domaine climatique, et là aussi ça a été mentionné, c'est de mettre en avant tous les accompagnements à cette transition juste. Je crois que c'est effectivement important, que ce soit au niveau industriel, au niveau social, par région. Il y a un certain nombre de volets de propositions financières, de projets qui sont faits pour accompagner. Là aussi, on est dans la réalité. C'est important, c'est difficile, il faut des moyens, les moyens sont là. Il faudra vérifier dans la durée que non seulement les objectifs sont atteints, s'il y a des variations qui peuvent être adaptées et que le soutien soit toujours là pour que nous ayons cette industrie, que nous ayons ces emplois qui soient maintenus, qu'on puisse effectivement avoir l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de décider de notre destin, de savoir si on peut mettre des panneaux photovoltaïques sans dépendre effectivement des panneaux photovoltaïques chinois et ce type de choses. Donc, on est déjà dans le leadership. Il faut continuer là-dessus, effectivement, pour la transposition réelle et atteindre les objectifs, accompagner. Et c'est ça qui va être devant nous au niveau des priorités. Et peut-être un point qui va un peu, quoique au-delà, au niveau du changement climatique, on a eu cette période géopolitique dont les chamboulements ne sont pas encore terminés. L'Union européenne devra aussi participer à la redéfinition des différents pôles géopolitiques. On rebat les cartes au sens géographique et au sens politique, et je pense que ça sera un défi. On retrouvera dans des notions d'atteindre des matières critiques ou maintenir notre autonomie, assurer que le changement climatique, on puisse y répondre favorablement. Si on n'a pas une certaine stabilisation géopolitique et une prise de responsabilité de l'Union européenne, alors on ne pourra pas non plus remplir ses objectifs. Merci. Monsieur Simoneau. Oui, non, je voulais rebondir sur ce qui a été dit par Michel et par la représentante de la Commission. Je pense qu'on a aujourd'hui, effectivement, il faut revenir un peu sur l'histoire de l'Union européenne. Je serai bref, mais rappelez-vous qu'en 1992, il y a le traité de Maastricht qui est signé, et qu'en France, il y a un référendum qui est remporté par 51,9%. Donc ce n'est pas non plus un enthousiasme formidable. Et en 2005, il y a la proposition de constitution européenne, et qui là est votée négativement par les Français, puis par les Pays-Bas dans la suite. Je le regrette parce que ça m'aurait permis de travailler avec Michel Barnier s'il n'y avait pas eu ce référendum. Mais bon, donc je crois qu'il faut se souvenir effectivement qu'il y a sans doute un manque d'explication, de pédagogie, d'échange avec toute une partie de la population. Moi, ce que j'aime bien dans le mouvement européen, par exemple, c'est qu'ils ont des antennes un peu partout en France. Alors nous, avec Europa Nova, on aimerait bien avoir des antennes un peu partout, mais on n'a pas les moyens de le faire, malheureusement. Mais on essaie de temps en temps de faire des opérations décentralisées. Et je pense que c'est important qu'on puisse parler, évidemment, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, enfin dans beaucoup d'endroits, de ce que fait déjà l'Union européenne pour les citoyens. Et par rapport à votre question qui était quelles sont les grandes priorités, finalement, en 2050, c'est dans 27 ans.
Keynes vous dirait de façon dans le long terme, on est tous morts. Mais le fait est que il y a des sujets qui ont déjà progressé, je pense, notamment la politique de défense par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Là, on a fait des progrès considérables. Et en fait, chaque crise est l'occasion de faire des progrès. Michel rappelait sa responsabilité sur les services financiers. Et c'est vrai qu'on a fait d'énormes progrès à la suite de la crise venue des États-Unis. Et pour l'anecdote, puisqu'on était en présidence française en 2008, j'ai accompagné Jean-Pierre Jouyet, dont j'étais le directeur de cabinet, à New York pour effectivement défendre un certain nombre de points. Bernard Kouchner avait ses réunions et Jean-Pierre Jouyet avait les siennes. Et nous arrivons dans un bâtiment et nous croisons le président de la commission, Barroso. Et alors tout de suite, Jean-Pierre lui dit quand même, c'est embêtant ce qui se passe aux États-Unis. Et Barroso nous répond, mais c'est un problème américain. Donc on a bien vu qu'il n'avait pas vraiment saisi les conséquences de ce qui se passait aux États-Unis. Dans les priorités, moi je vois aussi l'énergie. Ce n'est pas parce que j'ai passé 8 ans chez Engie, mais parce que je pense qu'on a là un exemple typique où l'Europe pourrait progresser assez facilement. Et là aussi, l'Ukraine nous aide. Et donc je pense qu'on a travaillé déjà le sujet. Moi j'avais essayé, avec Jean-Pierre Jouyet, d'avancer sur l'Europe de l'énergie. Je l'avais fait chez Engie avec Gérard Mestralet également, qui avait créé le groupe Magritte, qui était un groupe d'énergéticiens de 10 pays de l'Union européenne différents et qui travaillait avec la Commission sur la politique de l'énergie. Enfin, je pense qu'il y a les grands projets d'intérêt communautaire, on n'en parle pas souvent, qui sont le moyen finalement de rassembler quelques États membres qui souhaitent travailler sur des sujets précis. Je citerai la santé par exemple, mais on peut citer aussi la construction aéronautique. C'est un grand succès Airbus parce que c'est un succès européen. En revanche, quand on regarde le plan militaire, on a 4 ou 5 pays qui construisent leurs avions et du coup la plupart de ceux qui ne le construisent pas achètent plutôt des avions américains que des avions européens. Dernier point sur la crise des sous-marins avec l'Australie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement, pas mal de possibilités d'obtenir ce marché si l'Allemagne et la France avaient travaillé ensemble. En fait, nous étions concurrents sur ce projet. Et la France l'a gagné. Ensuite est arrivé ce qui est arrivé, vous le savez. Mais je finirai en disant que moi, je pense qu'en 2050, le Royaume-Uni sera revenu dans l'Union européenne. Et je pense qu'on aura 37 membres de l'Union européenne, c'est-à-dire les 6 des Balkans occidentaux, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Je prends Paris. Merci, Monsieur Simoneau. Je vous propose de passer à présent au troisième temps. Je peux dire un mot sur les priorités? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on entend moins Madame Le Pen ou M. Salvini en Italie dire il faut sortir de l'Union ou il faut sortir de la zone euro, mais je me méfierai quand même. On sait à qui on a affaire, ce sont des dirigeants d'extrême droite nationalistes. Je ne crois pas qu'ils aient changé de conviction. Ils sont très habiles, ils s'adaptent au terrain, ils ont compris que le Brexit avait une valeur pédagogique dans l'ensemble de l'Europe, et je me suis attaché à cette transparence dans le débat pour expliquer, mais je ferai très attention. Je ne crois pas qu'il faille baisser la garde. On a toujours affaire à des gens qui veulent faire exploser le projet européen de l'intérieur avec le soutien de certains Américains, M. Bannon, et des Russes. Vous savez. Moi, je n'ai pas oublié la conversation que j'ai eue avec M. Farage à sa demande. Je raconte ça dans mon bouquin, d'ailleurs, que je vous recommande de lire, qui vient de paraître en livre de poche, d'ailleurs, il est un peu moins cher, comme ça. Journal secret du Brexit. C'est un bouquin que j'ai écrit pendant 4 ans. Farage vient me voir un jour et il me dit qu'il voulait m'expliquer le Brexit. Et moi, j'ai envie de comprendre, donc je reçois volontiers. C'était très stimulant. Et à la fin, je lui dis, est-ce que vous pouvez expliquer, M. Farage, comment vous voyez l'avenir de l'Union européenne avec le Royaume-Uni après le Brexit? Vous avez voulu le Brexit, vous avez gagné, on est en train de le faire. Comment vous voyez la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après? Et il me répond, Mr. Barnier, after the Brexit, the EU will no longer exist.
Donc la stratégie de ce monsieur et de quelques autres, et nous en avons en France et ailleurs, c'est de nous faire exploser, c'est de détruire cet ensemble démocratique qui résiste aux nouveaux grands empires, qui est un lieu de régulation, de supervision, notamment grâce au marché unique. Donc il faut faire très attention. Dans les priorités, pour moi, il y en a quelques-unes qui sont pour l'essentiel des leçons qu'on doit tirer des crises précédentes, mais qui nous projettent dans l'avenir. Évidemment, l'écologie et le changement climatique, hein, à condition qu'on parle d'une écologie humaniste et concrète et pas d'idéologie. Hein. Je suis préoccupé de voir certaines tendances très idéologiques à Bruxelles, y compris dans la Commission, qui plaident pour une écologie que les peuples n'accepteront pas. Hein. Et donc, si on a une rupture des peuples comme au Royaume-Uni, on perd tout. Donc, il faut toujours veiller à ce que les gens comprennent. Pour ça, je suis d'accord avec vous sur le fait d'accompagner les décisions. Hein. Que ce soit des voitures sans effet de serre. Donc, il faut faire très attention. Je suis préoccupé actuellement de cette idée, par exemple, que dans l'agriculture, pour polluer moins, il faut produire moins. Mais moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'on doit polluer moins et produire plus. Sinon, ceux qui vont produire plus pour nourrir 9 milliards d'hommes et de femmes dans le monde, ce sont les Brésiliens, avec les méthodes qu'on connaît, ou les Américains, qui s'engouffreront immédiatement dans l'espace qu'on aura libéré. Donc il faut produire plus et polluer moins. Et c'est possible avec la recherche. Donc toujours ce souci d'acceptabilité. Mais à coup sûr, le changement climatique, avec les bouleversements qu'il provoque dans toutes les vies individuelles et collectives et les entreprises, c'est la priorité numéro 1. C'est la planète. Après, je dirais produire plus, c'est-à-dire une ambition industrielle et agricole. Hein. L'Europe doit redevenir un territoire de production et pas seulement de services. Nous avons fait l'erreur, nous Français, gouvernements de gauche et de droite confondus, comme les Anglais, d'abandonner notre industrie. Les Allemands n'ont pas abandonné leur industrie, ni les Italiens, ni les Suédois. Il faut qu'on redevienne un continent qui produit, qui crée des emplois par la production. Et donc là, on touche sur toutes les questions de dépendance que vous avez évoquées, et donc de réduire notre dépendance. Une troisième priorité, c'est l'Afrique, à mes yeux. 2 milliards d'habitants dans quelques années. Si cet immense continent qui est juste à 15 km de nous n'a pas des raisons de croire dans l'avenir chez lui, il ne faudra pas s'étonner que des millions d'Africains viennent le chercher ailleurs, notamment au nord, chez nous. Hein. Donc il faut aider, accompagner l'Afrique à se créer un avenir vivable, à s'électrifier, à développer. Et il y a de formidables capacités en Afrique, mais je recommande qu'on fasse, en termes d'action extérieure de l'Afrique, une priorité. Quatrième priorité pour les 30 ans qui viennent, c'est la défense, c'est la sécurité. Et là, il s'agit bien sûr de dépenser plus et mieux, mais peut-être aussi de faire certaines économies. J'avais, il y a quelques chiffres sur les duplications. Quand vous regardez ce que nous produisons en termes d'équipement militaire, d'armes, par rapport aux Américains, on a 17 types de chars différents en Europe. Les Américains, un seul type de char. 29 types de frégates. Les Américains, 4. Les avions de chasse, 20 types d'avions différents et les Américains, 6. Donc on doit commencer par mieux utiliser l'argent qu'on dépense, éviter les duplications, mutualiser. Quand on me demande ce que je pense de l'Europe, je dis que c'est un projet de mutualisation. C'est un mot que j'aime bien et qui veut dire précisément qu'on travaille ensemble, qu'on fait des choses ensemble mais sans fusionner. Et puis la dernière priorité pour moi, c'est de remettre l'homme au cœur du projet européen, c'est-à-dire de trouver des idées qui ont une dimension citoyenne, davantage de culture, davantage d'universités européennes, des projets comme la Force européenne de protection civile que j'avais proposé en 2006, un Erasmus du sport. Enfin, il y a plusieurs idées qui ont une dimension citoyenne et humaine, et montrer aussi qu'on remet l'homme au cœur du projet européen, et pas seulement la technique, l'argent, la finance. Voilà, 5 priorités. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions du public... Je suis content de vous les avoir dites, parce que sinon, voilà.
Donc, avant de passer aux questions du public, on souhaiterait vous poser une dernière question vis-à-vis de l'horizon 2050. Donc, on sait qu'une des priorités pour les Européens, c'est de ramener la paix sur leur territoire. Or, pour ramener la paix en Europe, il faut d'abord résoudre les conflits qui sont actuellement en Europe. Donc, ma question serait, selon vous, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est-elle la bonne solution pour aller vers la résolution de la guerre? Que répondriez-vous à ceux qui considèrent son adhésion comme une solution court-termiste ou le palliatif d'une adhésion à l'OTAN? Finalement, à quel point l'Union européenne s'enrichit-elle d'un pays en guerre? Ce n'est pas une solution court-termiste, parce que quand on adhère à l'Union européenne, c'est pour longtemps. Hein. Donc ce n'est pas une solution court-termiste. Et je pense qu'on a bien fait de réaffirmer la vocation européenne de l'Ukraine. Ce que font les Ukrainiens actuellement, beaucoup perdent leur vie pour défendre des valeurs, non seulement l'intégrité territoriale, la souveraineté de leur pays, mais des valeurs qui sont les nôtres. Et les Ukrainiens, ils sont européens. Donc je trouve qu'on avait déjà engagé ce processus avec un accord très important, qui n'est pas vraiment appliqué, qui est l'accord d'association, qui est une marche avant, si je puis dire, une marche juste préalable. Et il faut maintenant mettre en œuvre cet accord d'association qui était très ambitieux et que M. Poutine trouvait déjà trop ambitieux. Et puis on a confirmé récemment, la Commission, les conseils des ministres, la vocation d'adhérent, le caractère, enfin la qualité de candidat à l'adhésion. Et c'est une étape juridiquement très importante. Après, ma recommandation serait de faire les choses sérieusement, hein, de ne pas raconter d'histoire ni aux Ukrainiens, ni de nous en raconter à nous-mêmes. Donc pas de raccourci. Personne n'a intérêt à un raccourci pour l'adhésion de l'Ukraine. Ils ont cette ambition, ils ont cette vocation, nous leur confirmons, nous les aiderons à aller vite, mais sérieusement. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas de raccourci dans le processus d'adhésion. Et pour autant, ce n'est pas cette perspective qui va faire arrêter la guerre. Hein. Ce qui fera arrêter la guerre, c'est le jour où M. Zelensky considérera que la victoire est claire, que les Russes reculent ou sortent du territoire ukrainien et qu'on peut se mettre autour d'une table pour discuter de l'architecture de sécurité en Europe, des garanties qu'on doit donner à l'Ukraine pour sa sécurité, sans forcément adhérer à l'OTAN, mais qu'on doit donner des garanties. Voilà. Ma réponse est oui, je pense qu'il faut confirmer cette perspective européenne à l'Ukraine et aussi à la Moldavie. Merci beaucoup pour votre réponse. Il nous reste peu de temps, donc on va passer aux questions du public. Allez-y. Allez-y. Oui, non, je voulais juste effectivement, bien comme vous le disiez, la guerre, le règlement de la guerre, c'est une chose, la perspective d'adhésion, c'est une autre chose, mais effectivement, au niveau, la position de l'Union européenne est très claire, il y a des personnes qui se battent pour nos valeurs, on les soutient, et on est en soutien jusqu'au moment où il faut, hein, pour le respect du droit international, de l'intégrité territoriale, des droits humains, puisqu'on sait tous ce qui s'est aussi passé. Et je crois que c'est important. Le pas qui a été franchi, hein, il y a eu beaucoup de temps des premières, je dis souvent, avec ce conflit. Le fait d'utiliser la facilité pour la paix pour fournir des armements. Donc actuellement, c'est très concrètement, le commissaire Breton est en train de faire la tournée dans les États membres pour trouver des munitions. Donc ça, c'est la partie. L'Union européenne est là pour vous soutenir jusqu'au règlement de la guerre, sur base notamment du plan de paix en 10 points du président Zelensky. Et après, il y a la perspective d'adhésion. Et effectivement, il y a des conditions à respecter, un calendrier, un sérieux, je dirais, qu'on peut effectivement appuyer sur déjà l'accord d'association, puisqu'il y a un certain nombre déjà de législations européennes qui ont été intégrées dans le corpus ukrainien. Mais effectivement, c'est un processus, je pense qu'en termes de crédibilité et d'accompagnement, de montrer aussi la valeur du processus d'élargissement, et peut-être de le voir avec un rythme et une approche peut-être différente. Mais en tout cas, c'était très important d'avoir cette perspective qui était rapidement et politiquement ancrée dans le débat. Est-ce que je peux me permettre également d'ajouter un court mot ? Je voudrais juste saluer également, l'Ukraine, on le sait, est un pays en guerre, et malgré la guerre, les réformes, elles sont engagées à marche forcée, y compris sur le sujet de la corruption, qui est un point sur lequel il y a un dialogue et des exigences côté européen qui sont demandées à l'Ukraine depuis des années et des années.
Puisqu'on donne beaucoup d'argent à l'Ukraine en soutien dans le cadre de cette guerre, on a aussi des exigences qui sont très fortes et qui ont été renforcées ces derniers mois de la part de l'Union européenne avec des gages qu'on demande au gouvernement ukrainien. Et vous avez sans doute entendu parler il y a quelques semaines de ministres ukrainiens qui ont été limogés par Volodymyr Zelensky, justement parce qu'il y avait des cas de corruption majeurs. Ça, je crois que c'est la démonstration aussi que côté ukrainien, il y a des choses qui se passent, il y a une vraie volonté de rentrer véritablement, de répondre aux exigences nécessaires pour à terme devenir un membre de l'Union européenne. Je crois aussi que c'est de fait, il faut faire les choses sérieusement. On sait aussi que le contexte politique fait que probablement l'Ukraine bénéficiera d'une entrée plus rapide que d'autres en comparaison. Néanmoins, il y a un point qui me semble important, tant qu'on ne se sera pas réformé de l'intérieur. À titre personnel, je pense que ça n'est pas raisonnable d'envisager l'élargissement parce que on le voit, les processus de décision aujourd'hui sont compliqués à prendre. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Denis. À l'inverse, à contrario, on a vu ces dernières années qu'on a été capable de prendre des décisions majeures, difficiles, dans un contexte particulier, avec beaucoup d'ambition quand même, malgré les difficultés liées à notre système de décision. Néanmoins, je pense que c'est important qu'on puisse se mettre autour de la table. La conférence pour l'avenir de l'Europe a permis de dresser des perspectives et il faut qu'on accélère sur cette question aussi. Bonjour à tous, comme Citroën, je suis étudiant à l'ESCP. J'aurais une question notamment sur le rapport de l'Union européenne à la Chine et à certaines entreprises chinoises. On a des problèmes actuellement avec, on a beaucoup entendu parler de TikTok, et qui est parfois dénoncé comme une application presque d'espionnage de masse des Européens et du monde occidental. On a aussi des problèmes avec Chine, par exemple, qui ne respecte pas aucune des règles de propriété intellectuelle. L'Europe n'a pour l'instant pas fait grand-chose pour leur interdire d'opérer sur le territoire européen. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une sorte de complaisance vis-à-vis de la Chine dans ce cas-là, ou en tout cas une inaction? C'est une question majeure avec des réponses qui sont forcément télégraphiques, mais je suis assez d'accord avec l'orientation que vous suggérez. Moins de naïveté, y compris pour notre propre sécurité. Je vous recommande d'ailleurs sur ce sujet-là, qui est fondamental, que vous lisiez le discours important qu'a prononcé Mme von der Leyen hier, où elle a développé une vraie nouvelle stratégie de dialogue sans naïveté avec la Chine, fondée sur la réduction des risques, y compris dans le domaine que vous évoquez. Hein, voilà. Et qui l'a conduit d'ailleurs à dire une idée avec laquelle je crois depuis longtemps, par exemple, on devrait pouvoir contrôler non seulement les investissements étrangers en Europe sur des actifs stratégiques qu'on nous pique, mais aussi les investissements chinois qui viennent, ou d'autres régions du monde qui viennent chez nous, ou des actifs européens qui sont achetés aussi par des entreprises extérieures. Donc là, ce n'est pas une forme de protectionnisme, hein, c'est une manière de se protéger. Il ne faut pas être naïf. Hein. Il y a quelques années, j'avais soumis cette idée à M. Barroso, toujours lui, hein, et je me suis pris là aussi une porte dans la figure brutale, hein, sur cette idée de savoir qui achète quoi chez nous, hein, ou qui fait quoi chez nous. Le discours de Mme von der Leyen est très important. Et d'ailleurs, elle l'a prononcé en connaissance de cause à la veille ou à l'avant-veille de sa visite en Chine avec le président Macron. Si je peux juste compléter, j'ai eu la chance de travailler chez L'Oréal, une petite société française que vous connaissez certainement, surtout les femmes, mais il y a aussi les produits pour les hommes. Hein. Et L'Oréal fait à peu près 5 milliards d'euros sur le marché chinois. Et on a comptabilisé que ça représentait à peu près 40 millions de clients. Donc vous imaginez qu'il y a une marge de progression quand même assez forte pour L'Oréal en Chine. Alors Jean-Paul Agon préside le comité France-Chine et essaie justement d'expliquer qu'on n'a pas de raison d'être anti-chinois de façon primaire. Je pense qu'il faut regarder ce qu'on peut faire avec eux. On en a besoin sur le changement climatique, ça c'est certain. On en a besoin sur la lutte contre le terrorisme.
Et on en a besoin aussi pour beaucoup d'entreprises qui exportent vers la Chine. Donc je crois que c'est un sujet qu'il faut effectivement travailler, qu'il faut méditer, comme diraient nos amis chinois. Mais en tout cas, je pense que ça reste un marché important, ça reste un pays avec lequel on peut dialoguer. Et je crois qu'on a bien vu que M. Poutine voulait attirer le président Xi Jinping dans son camp et que le président chinois a été très prudent. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Si je peux juste ajouter un mot, évidemment, j'allais faire la même proposition de lire le discours de la présidente d'hier, qui s'appuie sur une sorte de trinité, si je puis dire, qui avait été mentionnée par la Commission il y a quelques années, qui est à la fois la Chine partenaire, concurrent, rival systémique. Donc à partir de là, c'était quand même déjà une avancée. Et ce que vous mentionnez sur les questions d'accès au marché public, de protection des droits de propriété intellectuelle, c'est un des aspects du discours qui a été mis en avant sur la diminution des risques économiques en identifiant effectivement tous ces aspects. Sachant à nouveau, comme je disais un peu précédemment, que déjà dans notre boîte à outils de défense, il y a un certain nombre de choses qui sont faites et des poursuites qui ont été entamées contre les panneaux photovoltaïques chinois. Enfin bon, tout n'est pas fait, mais il y avait déjà une base. Et effectivement, le discours d'hier renforce les moyens et les pistes de défense en matière économique et géopolitique et de sécurité. Il nous reste le temps pour une dernière question rapide. Merci. Alors, Deolinda Ribeiro, je suis européenne de France, Grèce et Portugal, où on a trouvé la plus grande réserve européenne de lithium, qui intéresse beaucoup les Chinois. Comme monsieur le disait, j'ai 30 ans à l'UNESCO, patrimoine mondial. Les résolutions des Nations Unies ne s'appliquent pas, les décisions de l'UNESCO, idem. Mais à l'OCDE, heureusement, et ça s'applique, où mon frère travaille. Alors ma question, le BRICS, en fait, vous parlez de la Chine, mais il y a le BRICS, il y a élargissement du BRICS en ce moment. Il y a l'Algérie qui vient de demander, la Grèce, l'Argentine et autres. Donc, en fait, on voit que l'Europe, ils prennent modèle sur l'Europe pour étendre leur système économique à travers le monde. Et je voulais une question au sujet de l'euro numérique, parce que nous, à l'UNESCO, on est payé en dollars et en francs suisses, et on commence à parler d'avoir des dollars numériques. Qu'en est-il au niveau de l'Europe? Merci. Une dernière? Le Parlement européen a saisi le Conseil européen pour une révision éventuelle des traités. Est-ce que l'avenir de l'Europe passe par la majorité qualifiée? Quelles sont les chances d'aboutissement de cette initiative que personnellement je trouve tout à fait intéressante? Une autre question. Une dernière question. Un peu en continuation de la question précédente, c'est l'inspecteur qui devait être dans un des panels initialement, dans son livre Nos Demos, qualifie l'Union européenne de quasi-fédération. Donc, l'erreur qui est souvent faite, c'est de penser que les fédéralistes européens ont comme modèle les États-Unis d'Europe. Ce n'est absolument pas le cas. C'est même pas le modèle suisse que l'on a en tête, puisque j'en fais partie. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs et qui consiste tout simplement après convention, assemblée constituante, à laisser aux États-nations, dans leur domaine de compétences, qui seront probablement la protection sociale, l'éducation, la justice, garder leur système politique actuel. Monarchie, république, régime parlementaire, régime présidentiel. Seuls seront traités au niveau fédéral les 5 aussi domaines dont vous avez parlé. Oui, bonsoir. Je m'appelle Albert Etiumba. Je suis chargé de relations au pôle Relations Europe-Afrique et au Cercle Mandela, et membre actif de Renaissance européenne de Alexandre et Éric Pestel sous la coordination de Madame Valérie Ayé.
Et j'ai deux petites préoccupations. La première s'adressera à M. Barnier et la seconde, ce sera à Mme Brunet. Et nous avons constaté, comme quand nous parlons de l'avenir de l'Europe, que le véhicule Europe est en train de négocier un virage où on voit de moins en moins disparaître l'Afrique. Et pourtant, depuis l'histoire et par le passé, l'Afrique a servi du carburant à ces véhicules-là. Et se situant dans un monde concurrentiel, et pour corriger cette image que je viens de vous décrire, le 6e sommet Union européenne-Union africaine, que tout le monde a applaudi entre les deux unions, a mis en place une résolution qui met d'accord tout le monde, le Global Gateway. Mais juste après, une semaine, il y a eu la guerre et il y a eu les Covid. Mais on a comme l'impression que ces résolutions qui sont beaucoup plus appréciées par les deux unions sont comme jetées aux oubliettes. Malheureusement, nous avons organisé le 17 février une conférence sur le bilan de la première année de ce sommet. Nous étions les seuls mouvements associatifs à les proposer. Heureusement, et Madame, j'ai oublié son nom, Madame Ruiz, hein, et la collaborateur de Madame Drosé nous a envoyé Madame Ruiz qui nous a donné quelques explications sur le Global Gateway. Et à cette conférence-là, il a été montré l'importance de l'accompagnement des mouvements associatifs pour expliquer un peu les résolutions de ces sommets. On fait beaucoup de choses sur le truc, mais ce n'est pas communiqué et tout ça. Alors la question est comment savoir pour que cela puisse être pérennisé. La seconde préoccupation, c'est à M. Barnier. Nous avons comme l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures. La question, c'est celle-ci. La guerre et les affres de la guerre sont pareilles, que ce soit en Europe ou en Afrique. Nous avons vu ce qui se passe en Ukraine, mais la condamnation de l'Union européenne est unanime pour condamner cette agression. Et pourtant, il se passe la même chose en Afrique, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais on a l'impression comme ça va, il n'y a pas de sanctions. Nous savons que le Rwanda intervient au Mozambique pour lutter contre les Al-Shabaab et protéger l'énergie avec Total Énergie. Mais il n'y a pas de condamnation. Et pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Je vous remercie. Je vais poser une question, monsieur. Allez, apportez le micro là, parce que sinon on va... Bonsoir, Nicolas Avette, promo 2006. Je tenais d'abord à rassurer mon jeune camarade, l'adhésion à l'Union européenne est impossible dans un pays en guerre. Donc, c'est pas ça. Pour moi, c'est l'acceptation de la candidature qui est un signe d'espoir et un signe de confiance dans les Ukrainiens. Et je suis très content de participer à cette reconstruction à travers la création de l'Alliance internationale pour la reconstruction de l'Ukraine que j'ai créée, cofondée avec des partenaires européens et américains l'année dernière. Voilà. Donc pas d'inquiétude, on va attendre que ça se fasse bien, mais justement on va précisément profiter de la force d'attraction de l'Union européenne pour permettre de remettre un petit peu d'ordre en Ukraine avant de l'intégrer. Sachant que, pour moi, la Russie cesse d'être une superpuissance ou une puissance tout court avec la perte de l'Ukraine, et que l'Europe ne pourra pas être une puissance sans l'Ukraine, mais bien intégrée, pas comme l'Allemagne de l'Est il y a 30 ans. Voilà. Ma question pose précisément sur ce point. Êtes-vous confiant, messieurs les responsables européens, mesdames, messieurs les responsables européens, êtes-vous confiant dans la capacité de l'Allemagne à s'adapter les différents secteurs de son économie, mais également son secteur politique, à la perte d'influence de Gazprom? Et une question spéciale pour M. Barnier, donc en charge du Brexit. Que pensez-vous également sur les relations franco-britanniques, sachant que depuis les traités de Westphalie qui ont mis fin à la guerre de 30 ans, l'Angleterre a toujours joué à défendre le plus faible entre la France et l'Allemagne. Et je voulais savoir quelle était votre vision de la politique extérieure britannique sur justement
la résolution des problèmes entre Français et Allemands pour ne pas faire exploser l'Union européenne et par là même donner raison à Vladimir Poutine. Voilà. Merci à tous de ces questions et on va télégraphiquement répondre à tel ou tel point et pardon pour ceux qui ne pourront pas intervenir, mais on avait pris l'engagement de terminer à une heure qui est maintenant très proche. On ne va pas remonter à Westphalie, ni à Trafalgar. J'ai géré le Brexit avec beaucoup de regrets. Je pense qu'on était plus forts ensemble. Je pense que c'est un lose-lose game que d'être séparés. Il y a des leçons à tirer. Le Brexit appartient maintenant au passé et il faut regarder devant. Et devant, nous avons des raisons de coopérer avec les Britanniques. Voilà ce que je pense. Ils sont en dehors, mais nous avons des raisons sur le changement climatique, sur la lutte contre la pauvreté en Afrique, sur la lutte contre le terrorisme, sur la maîtrise de notre destin par rapport aux grandes puissances multinationales de la finance ou du numérique. Nous avons des raisons de coopérer avec les Britanniques et je souhaite maintenant qu'on a à peu près managé, si je puis dire, la mise opérationnelle en œuvre du Brexit, qu'on puisse regarder devant et trouver les moyens de cette coopération. Sur l'Afrique, je ne reviens pas. Nous condamnons, comme les Nations Unies, toutes les atteintes au droit international où qu'elles se produisent. Il se trouve simplement que la guerre dont nous parlons en Ukraine, elle est là à côté de nous en Europe avec des conséquences immédiates, ce qui n'empêche pas beaucoup de solidarité et d'attention à d'autres conflits dans le monde. Sur la question du fédéralisme, je recommande de ne pas utiliser des mots qui n'ont pas la même traduction dans tous les pays européens. Vous le savez bien, la construction européenne est absolument singulière, avec un aspect de fédéralisme. La monnaie est fédérale. Beaucoup de travail communautaire, des politiques que l'on gère d'ailleurs à la majorité qualifiée pour l'essentiel. Hein. Moi, j'ai eu l'honneur de reconstruire l'agenda de régulation financière après la crise avec 41 lois de régulation, 41 lois en 4 ans et demi, grâce à la majorité qualifiée. Hein. Et sur 39 d'entre elles, d'obtenir l'accord des Britanniques. Donc, mais donc, ça n'empêche pas d'étendre la majorité qualifiée sur certains sujets, mais là aussi en faisant attention. Et puis, il y a des aspects simplement, monsieur, de travail intergouvernemental dans des domaines où on doit coopérer sans forcément mutualiser. Donc, pour la première, je recommande de garder cette idée d'une complexité européenne qu'il faut expliquer et assumer. Ça n'empêche pas de mettre plus de démocratie, moins de bureaucratie, mais il faut accepter cette construction un peu complexe de l'Union européenne. Et pour finir, il y a une conviction que je veux dire en vous remerciant de votre attention, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde dangereux, instable, fragile, du point de vue de son écologie, injuste, ce que nous ne ferons pas, nous, pour l'Europe, personne ne viendra le faire à notre place. C'est ce que je pense. Donc, c'est... Voilà. Cher public, notre conférence touche désormais à sa fin. Merci d'être venus aussi nombreux tout au long de cette semaine de l'Europe. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir et je remercie encore chaleureusement nos invités de ce soir, Madame Drozé, Madame Hayé, Monsieur Barnier et Monsieur Simoneau. Bonne soirée à tous.